Dans le jeu de hasard de la civilisation, je franchis la porte de l'aventure à Vancouver, qui ouvre sur la côte nord du continent américain, où tout est possible. Je réponds à l'appel de la forêt, au chant des grands espaces sauvages, des derniers territoires où la nature est encore reine. Je commence en remontant l'île de Vancouver par la route jusqu'à Port Hardy, puis je vais naviguer en ferry vers Prince Rupert, à la limite du Canada, et Ketchikan, en Alaska. J'aperçois des zones déforestées derrière le front des arbres. Mais cela ne semble pas déranger tous les habitants de la forêt. Je m'interroge cependant. Est-ce le cauchemar de l'ours? Non. Cette scierie, entre la route et l'océan, annonce une bonne surprise. Car ici, ce sont les entreprises du bois qui sont en voie de disparition. Le Canada a réglementé et fortement réduit la coupe, et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les mammifères. À l'extrémité de l'île de Vancouver, Port Hardy a un deuxième nom, en forme de périphrase et d'invitation au voyage. Cette route finit et l'aventure commence. Le ferry est propice à toutes les rencontres. Je vais à Prince Rupert et de là, je vais prendre le ferry de l'Alaska jusqu'à Skagway. Je vais faire un voyage de 2 mois à travers le Yukon et l'Alaska. Tu es étudiant? Oui, je suis étudiant. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Je ne sais pas, juste la liberté et l'aventure. Je rêve de nager dans l'océan Arctique pour la sensation. J'ai nagé dans tous les océans excepté l'océan Indien. Dans l'Arctique, ce devrait être une expérience unique. Juste l'état sauvage. Cet état sauvage, je commence à en voir les contours. C'est un continent à lui seul, qui réunit le Grand Nord, le Canada et les États-Unis, avec des mythes communs qui inspirent les voyageurs. Tel Jack London, transporté par la nature sauvage dans laquelle il reconnaît la source de la liberté. La ligne que j'emprunte n'est pas celle des touristes, mais bien celle des voyageurs. J'ai voyagé 1 an de l'Allemagne à Bangkok. Maintenant, c'est la seconde année. Je vais aller du haut de l'Alaska jusqu'à la pointe de l'Argentine. Chaque voyageur porte avec lui sa propre quête, son propre regard. Joachim von Leuben a traversé l'Afrique et l'Asie en moto. Il écrit maintenant son 2e livre de voyage. J'ai déjà 108 pages. Qu'est-ce que tu as écrit aujourd'hui? J'écris sur hier et avant-hier, ce qui s'est passé à Vancouver. Je voulais faire du camping sauvage, mais j'ai décidé de ne pas le faire, parce que j'avais peur des ours. Je suis donc allé dans un camping protégé. As-tu rencontré des ours le long de la route? Pas encore, mais tout le monde m'en a parlé et j'ai lu des choses là-dessus. Mais comme j'ai seulement une tente et que les griffes des ours sont très acérées, je trouve plus rassurant d'aller dans un camping équipé. Tu as vraiment peur des ours? Peut-être que je pourrais faire du camping sauvage, mais pour l'instant, j'en ai encore peur. J'apprends que Sébastien vient du Québec et je me demande ce qu'il y fait. En fait, je suis microbiologiste et biologiste. J'ai terminé mes études de premier cycle universitaire l'année dernière. Ton but, c'est quoi? Très bonne question.
J'en sais rien. En fait, c'est l'accomplissement d'un rêve d'enfance. Vers le but ultime. J'ai toujours été attiré par le Yukon depuis que j'ai 7-8 ans. C'est l'appel de la nature, des grandeurs, un peu la liberté, ne pas savoir où. En fait, ce qui me stimule, c'est un peu ce qui effraie bien du monde, c'est de ne pas savoir où je m'en vais, puis la liberté, l'aventure. Il y a 100 ans, ce continent était vierge, habité seulement par les peuples natifs, libres. 3 accès de fièvre ont conduit sa conquête. La ruée vers l'or, la pêche et la conserverie du saumon, l'exploitation du bois. À chaque fièvre a succédé une chute parfois proche de la désolation. À chaque chute a succédé un nouveau projet, une nouvelle fièvre, un nouvel enthousiasme. Prince Rupert, dernière ville avant la frontière avec l'Alaska. Terminus du ferry canadien. Tout le monde descend. Sébastien part camper dans les montagnes. Au revoir. Créée il y a un siècle, la ville a vécu d'une conserverie de poissons qui employait 2000 personnes. 200 conserveries s'échelonnaient le long de la côte pacifique. Seule celle-ci a été conservée. Des villes sont devenues fantômes, pour toujours ou pour un temps suspendues dans un mystère, avant que la fortune ne rebondisse. Après avoir perdu un tiers de sa population dans l'effondrement de l'industrie du bois, Prince Rupert renaît dans la mondialisation avec un nouveau port et le tourisme. Je profite de l'escale et d'un vol régulier d'hydravion pour survoler la côte et l'intérieur avec François, le meilleur guide qui soit. When I speak French, quand je parle français, habituellement, on parle plus rapidement en français qu'en anglais, donc c'est habitué à parler français, puis après quand je switch à l'anglais, ça sort plus rapidement. Faut que je me remette dans le bain, là, comme on dit. Ouais, ben c'est la... Ben tu sais, tu regardes ça, c'est la plus grande ville, c'est 15 000 habitants, c'est gros comme Chamonix, peut-être un peu plus gros que Chamonix, disons. Là. Puis ben, c'est la plus grosse ville, puis d'ici à Vancouver, entre ici et Vancouver, il n'y a pas de plus grosse ville que ça, puis on parle de 900 km de long. Là. C'est l'économie. Avant, l'économie locale était beaucoup plus sur le coupage de bois, mais maintenant, c'est bon, à cause que le prix du bois a descendu, tout ça, il y a beaucoup d'usines qui ont fermé. Il y avait beaucoup de chômage à Prince Rupert. Puis ils ont juste construit le nouveau port l'année passée. Puis ça vient de commencer. Vous pouvez voir, il y a un bateau qui est après se faire déloader. Ça, c'est tout nouveau de l'année passée. C'est le port le plus proche de l'Asie. Donc, ça prend une journée et demie de moins pour les bateaux de venir ici que d'aller à Vancouver, disons. Je pense que je vais être ici pour un bon bout de temps. Je planifie rester ici pour peut-être le restant de mes jours. J'aime vraiment ça ici. J'aime vraiment ça parce que c'est la côte. On a tout ici. On a l'océan, on a les montagnes pour l'hiver, on a de la belle neige, on est à côté de l'Alaska. Pour le ski, je fais beaucoup de rando, donc moi je pense que j'ai trouvé l'endroit où je vais vivre. J'aime bien ça ici. Je suis peut-être pas pour cette compagnie tout le temps, mais je vais sûrement peut-être vivre dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique pour un bon bout de temps, je crois. Je mesure les immensités qui désormais vont peupler ma route. Balayée par les vents glacés l'hiver, humide l'été, la roche brute, la forêt pluviale en pleine renaissance qui s'étend sur 2000 km du Canada à l'Alaska. L'appel est irrésistible. Je veux entrer dedans,
rencontrer ce pays, cette terre, me mesurer à elle, y trouver ma place, l'écouter. L'écho de la nature est ici puissant et clair. Je ressens un intense sentiment de liberté qui émane de ce peuple végétal. Il me souffle que nous pouvons vivre ensemble, communiquer ensemble. La forêt est habitée, par ses gardiens naturels, comme par l'esprit des peuples natifs. Je reprends le bon vieux ferry pour l'Alaska. D'ailleurs, lui aussi a un gardien. J'aime les ferries, moi. Je suis l'homme des ferries. C'est ce que je raconte aux femmes. Je n'aime pas les bateaux de croisière. J'aime les ferries. Tu sais, c'est sympa. Bon, je vais faire mon lit. Au matin, j'arrive à Ketchikan, dans le 49e État des États-Unis, qui est aussi un des plus jeunes, acheté à la Russie en 1867, le plus grand et le moins peuplé avec 650 000 habitants. Un quart des habitants de Ketchikan sont des natifs Tlingit, Haida et Tsimshian. La petite ville, d'habitude tranquille, change radicalement avec les beaux jours. Depuis le 11 septembre 2001, les grandes croisières se sont développées en Alaska. Ketchikan est alors écumé par près d'1 million de croisiéristes. Mais heureusement, je parviens à rencontrer 2 autochtones purs et durs. Elle pèse 60 kilos et elle a 13 ans et demi. On vit tous les deux à 30 km d'ici. On a dû prendre le bateau pour venir. On rentre maintenant. Ça fait 1 semaine qu'on est là. On rentre chez nous. Il n'y a pas de voisins, pas de loyer, pas de taxes non plus. Qu'est-ce que vous faites pour vivre? Je chasse le chevreuil et le phoque. Je pêche. Il y a plein à manger. Plein de munitions. Plein d'armes. Le vrai Alaska. C'est la belle vie? Oh oui. Tant que le gouvernement ne se pointe pas, c'est la belle vie. Thank you. Thank you very much. You're welcome. I just wasn't gonna move. Take my leg off. J'ai entendu dire qu'il y a un village natif qui perpétue encore l'art de la sculpture des totems et des danses. Merveilleux. Oui. Nous avons fait spécialement le voyage pour voir ça. Oui. Ça valait le voyage. On vient du Texas. On est loin de chez nous aussi. Tout comme vous. J'ai la forte impression que la tradition a été revisitée par les agences de voyage. Il n'y a pas d'inspiration, c'est sans âme. Je trouve ça vraiment triste.
Il faudrait le dire aux gens, c'est dingue. Pourquoi ils nous font ça? Pourquoi arnaquer les gens et nous montrer cette chose? Alors que l'Alaska est magnifique et qu'il doit y avoir tant de vraie culture. Quel chemin a donc pris la liberté? Je continue ma route en ferry à travers le passage intérieur vers Juneau, puis Skagway. Allez les amis, c'est sécurisé. S'il vous plaît, suivez la ligne jaune. Ne vous faites pas écraser. C'est le 11e commandement. Tu ne te feras pas écraser. Et à l'embarquement du ferry, je retrouve Sébastien. Lui aussi va à Skagway, le point de départ mythique de la ruée vers l'or. Et lui aussi a avancé sur son cheminement intérieur. Je repense à cet effort physique que m'a demandé l'ascension de Deer Mountain. Puis je me dis qu'elle n'est rien. En observant le vol des oiseaux, la grâce de leurs mouvements, l'aisance de leurs déplacements, mais également l'exploit physique de leurs battements d'ailes, j'en viens à me dire que nos efforts en tant qu'humains ne sont aucunement comparables à ceux des oiseaux. Observons la nature et nous constaterons que nos misères humaines ne sont rien à comparer à celles de nos frères du règne animal. Rappelons-nous le moment où l'homme était partie intégrante de la nature, où l'homme, animal penseur, savait respecter ses confrères. Qu'est-il donc arrivé de si majeur dans cette lignée évolutive qui n'est pas arrivé aux autres lignées des autres animaux, pour que nous nous croyions si différents, si supérieurs? Inspiré par ces paroles lumineuses et sages, j'aspire à prendre de l'altitude. Pour moi, c'est l'endroit le plus extraordinaire de la planète. J'ai aussi l'impression que c'est une grande aire de jeu, mais pour adultes. On peut observer les rochers, être géologue, aventurier, on peut être hydrologue et étudier l'eau. Et tout ça dans la même journée. Fais attention là. Je suis des cours. J'étudie la philosophie. Je pense qu'être dans la nature, en sachant qu'on est en dehors de la civilisation, c'est un des accomplissements les plus profonds qu'on puisse vivre. Pour moi, l'Alaska, tu n'as pas besoin d'aller loin. Tu vas à quelques kilomètres des villes et soudain, tu es en plein état sauvage. Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, plus de bruit, excepté ceux de la nature. C'est exaltant. Je trouve ça beaucoup plus excitant que n'importe quelle voiture rapide. Ou bien tout ce qu'on peut faire dans une ville. Et c'est pour ça que je reviens en Alaska. J'aimerais bien suivre Lisbeth sur l'étendue blanche, mais ma route va dans la direction inverse, là où coule l'eau. Les glaciers alimentent les rivières et sculptent les montagnes. Au passage, des roches sont fracassées, mettant à jour des veines de quartz qui libèrent des paillettes et des pépites d'or. C'est dans ces montagnes que la première pépite a été trouvée et que la fièvre de l'or a commencé. Dans l'eau, on appelle ça la prospection à ciel ouvert, le placeur. On trouve l'or dans les dépôts alluviaux qui se déposent dans les torrents grâce à l'érosion.
Et il y a aussi l'extraction directe dans la roche, dans des mines à l'intérieur de la montagne. À la fin de l'automne, après que ces montagnes aient commencé à geler, quand il y a presque plus d'eau qui coule, le niveau de la rivière descend. C'est alors facile de trouver de l'or. Il y a des gens qui disent que chercher de l'or ne sert à rien, que ce qu'on trouve ne rapporte rien. Moi, si je cherche de l'or, ce que je fais, je trouve des paillettes. En fait, on peut vendre des paillettes à des bijoutiers. Ils en font des bracelets, des boucles, enfin des boucles d'oreilles, je veux dire. Alors oui, ça peut rapporter, évidemment. Mais au point de devenir riche, non. Si je gagnais beaucoup d'argent, je serais à la retraite depuis longtemps. Comme toutes les villes d'Alaska, Juneau est né de la ruée vers l'or. Il en reste de nombreuses bijouteries du souvenir pour les croisiéristes. Regardez le poli. On peut dire que cette pépite-là a descendu la montagne et est restée longtemps dans l'eau. Beaucoup de la valeur de la pépite est dans sa forme. Si on la fondait, elle ne vaudrait plus grand-chose. Parce que tout est dans la rareté, le dessin, le fait qu'elle est naturelle, telle qu'elle a été découverte. Je suis la piste des chercheurs d'or qui, de Juneau, ont remonté le fjord Lynn, le plus long d'Amérique, jusqu'à Skagway. En 1897, la ville apparaît en quelques jours. 100 000 hommes arrivent, attirés par la rumeur, le rêve et l'envie. Aujourd'hui, Skagway ne compte plus que 800 habitants, mais 12 000 touristes par jour en été, déversés par 400 vacations de bateaux de croisière. Sur les quais, 6 trains du pèlerinage attendent les nouveaux explorateurs. Je suis plongé au cœur de l'industrie du tourisme, où tout est organisé, mécanisé, sécurisé et surtout rentable. Le train du col de Chilkoot est une attraction grandeur nature. La première d'Alaska avec 450 000 passagers qui viennent s'imprégner de l'ambiance pionnière, vibrer dans l'esprit d'aventure et communier avec l'Amérique. Pour les Américains, très sensibles à tout ce qui incarne l'histoire de leur pays, c'est un site majeur. Chaque homme devait emporter avec lui son matériel et de la nourriture pour 1 an. C'était la règle. Il fallait avoir 1 an de vivre avec soi. Il y avait des chevaux de portage, des traîneaux tirés par des chiens. Il y avait aussi des hommes assez pauvres et assez fous pour s'engager dans la montée avec des charges de 90 kg sur le dos. L'or, le courage et la liberté ne sont pas ici des mythes, mais des cultes. Je retrouve Sébastien hors des chemins touristiques, au pied du col de Chilkoot et du sentier qu'empruntaient les chercheurs d'or. Il va grimper durant 5 jours, seul. Il y a encore beaucoup de neige de présente au sol. Donc on parle de... Je sais pas, les gardes forestiers disaient que plusieurs mètres. Donc je suis équipé avec les raquettes. Tu t'attends à rencontrer quoi comme animal? Ben, des ours en fait. S'il est au loin, c'est merveilleux. Je peux l'observer avec les jumelles, je peux en prendre en photo. S'il se rapproche, donc à ce moment-là, c'est de lui parler. De se grandir, de mettre les bras au-dessus de la tête pour se montrer plus imposant, de lui parler, de dire de s'en aller, puis en fait de reculer tranquillement, toujours en observant l'ours, jamais de dos. Puis si ça fonctionne,
c'est numéro 1. Si ça ne fonctionne pas à ce moment-là, puis l'ours se rapproche de nous, il y a la position fétale. Si on n'est pas capable en fait de reculer pour s'en échapper. Puis sinon, si c'est vraiment un contact rapproché, c'est l'instinct de survie qui doit prendre le dessus. Nos routes se séparent. Je laisse Sébastien partir à la rencontre de lui-même. Je continue en ferry pour une dernière étape de navigation jusqu'à Haines. De là, je vais poursuivre mon voyage par la route. Viva la Français! Viva la République! Impossible de ne pas se faire d'amis sur le ferry. Lise a été adoptée par les Tlingit. Elle me conseille de rendre une petite visite à ce peuple natif. Et n'oublie pas, il y a un petit village indien, le Klakwan. Oui, c'est là le village que j'ai été je suis adoptée. Notre tribu s'est associée avec ces Klakwan. Oui, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Qui est-ce qu'il faut voir à Klakwan? Sally. Sally, c'est sa femme. Sally, c'est une indienne. Un village indien d'aujourd'hui ne ressemble pas à ceux des livres d'images. Et cependant, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Ce qui peut apparaître comme un vaste fouillis autour des maisons veut simplement et sagement dire qu'on ne jette rien, car tout peut servir à autre chose un autre jour. J'arrive chez les amis de Lise, Sally et Val. J'ai dit que j'aimerais vraiment te parler ma langue, te l'offrir. Je sais que ce sont deux mondes différents. Ici, Klakwan, c'est un village indien. Et Juneau, c'est une communauté d'hommes blancs. Je suis née dans un hôpital gouvernemental. Je suis donc née à Juneau, mais j'ai grandi ici. J'ai vécu dans deux mondes. J'ai été à l'école à Juneau, et je revenais ici. À l'époque où j'ai grandi, personne ne savait ni lire, ni écrire l'anglais. On était punis si on n'apprenait pas l'anglais. Et à l'école, on était punis si on parlait notre propre langue. Quand j'étais élève, on m'a classé plus bas que l'échec. Parce que j'étais trop bornée. Je ne voulais pas renoncer à ma propre langue. Mon mari, Valentino, a un nom indien. Ça signifie l'eau calme derrière la nageoire dorsale. C'est mon grand amour. Ils ont à cœur de me montrer les trésors de leur culture. Valentino a été accepté par les Tlingit. Il assiste même au conseil très fermé du village. Mais ce qui m'intrigue, c'est comment un Italien a pu arriver là. Je travaillais sur un bateau de croisière. J'ai fait escale à Juneau et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Et 5 ans plus tard, on était mariés. J'ai quitté mon travail parce que je ne voyais aucune raison de continuer à voyager, alors que j'étais marié. Je veux être avec ma femme. Et maintenant, nous avons même une école ici, qui enseigne leur langue. Aussi, c'est un bon début. Et nous avons aussi quelques cours de sculpture. Nous en faisons partie tous les deux. Mais il y a aussi la possibilité, de suivre des cours de tissage.
Sa culture est vivante, toujours vivante. Elle est de retour. J'aurais aimé rester plus longtemps avec Sally et Valentino. Mais je dois poursuivre ma route, et elle m'entraîne maintenant sur une distance de 1800 km, de Haines à Haines Junction, à travers le Yukon canadien, puis de nouveau en Alaska, vers North Pole. How's it going? Where are you going? Vous allez où? To Haines Junction. Okay. Yeah. Oh, thank you. Where are Vous you êtes from? d'où? From France. Oh, vous parlez français? Oui. Oui, moi aussi, je viens du Canada. Jeune et autostoppeuse, c'est possible ici. Nathalie vient chaque été en Alaska pour grimper sur les sommets. Au col de Chilkat, elle me fait partager sa passion pour ces montagnes qui s'étendent à perte de vue. Ici, il y a toutes les montagnes. Ça en montre une, tu arrives au sommet, tu regardes l'autre en arrière, et tu arrives au sommet, tu regardes en arrière, il y en a d'autres, et tu es « Oh, je veux celle-là! Oh, OK, je veux celle-là! Oh, je veux celle-là! » Et tu regardes, et quand même, je regarde ces montagnes-là, c'est comme « Oh, je peux skier ce côté-là, je peux skier ce côté-là, je peux skier vers là, il y a le glacier. » Ça finit jamais. Ici, tout est possible. Tous les gens que tu rencontres, ils ont fait quelque chose de fou, d'incroyable. Mais tout le monde ici a fait quelque chose de fou et d'incroyable. Donc, tu fais une expédition, tu pars pendant 2 semaines et pour toi, c'est la chose la plus folle que tu as jamais fait. Puis tu commences à parler à quelqu'un. Puis eux autres, ils ont fait quelque chose de 3 fois plus incroyable, mais ils le disent pas pour te faire paraître plus petit. C'est juste normal. Les gens vont juste... Ils voient quelque chose. Il n'y a pas rien qui n'est pas possible ici. Les montagnes Saint-Elias et le parc de Cluen constituent un ensemble de glaciers plus grand que la Suisse, la 3e surface de glace du monde après les 2 pôles. Je suis au cœur de l'intemporel et d'un univers sans limite. En voyant cet espace vierge et inhabité, j'ai l'impression d'être le premier, seul, conscient que sous la neige, rien ne bougera avant des siècles ou des millénaires. J'ai l'impression qu'on peut le toucher, comme si le corps n'existait plus, et que c'est mon esprit qui voyage dans cet espace, avec le désir de s'y perdre et de s'y retrouver. Coup de chance, il y a un festival de bluegrass music à Haines Junction. En vedette, le groupe de Michael Cleveland. Michael, virtuose aveugle, est pour la 7e année consécutive élu le meilleur joueur de violon folklorique des États-Unis. La musique bluegrass, on la joue avec du sentiment, avec du cœur. On ne peut pas écrire la musique bluegrass sur du papier. Il faut la jouer depuis l'intérieur de soi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est une musique de l'âme, une musique très expressive. On peut faire passer plein de choses avec. Et du coup, on peut improviser. J'adore ça.
Nous voyageons ensemble. Nous sommes avec 2 frères et des amis. Et nous suivons la route de la ruée vers l'or du Yukon. Car ils ont un grand-père qui a fait la ruée vers l'or en Colombie-Britannique. Et mon grand-père est venu de Suède au Yukon. Donc nous suivons leurs traces. Nos amis voyageurs sont 6. 3 couples, avec chacun son bus home et un 4x4 en remorque. 6 véhicules pour 6 personnes. C'est très agréable. Beaucoup de place, on peut agrandir les salons. On est vraiment très à l'aise. Vous en avez déjà visité? Non, jamais. Vous voudriez voir à quoi ça ressemble? Oh, j'adorerais. Bon, j'ai juste besoin d'une petite heure pour faire les poussières et faire briller les meubles. On remorque des véhicules. Comme ça, on peut aussi rouler sur les pistes et les chemins. On a aussi des vélos, comme les Français qui aiment bien faire du vélo, n'est-ce pas? Alors là, le micro-ondes, et voici le four. Et il n'y a pas de lave-vaisselle. Je suis le lave-vaisselle. Et là, c'est la salle de bain. Et là, la douche. Vous voyez, c'est sympa. Ça fait la différence. Nous, on aime voyager avec notre confort. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça nous plaît. Bon pour nous, mais peut-être un peu moins pour la planète. Car tous ces moteurs, ça consomme combien? Le nôtre marche à l'essence. Les autres sont au diesel. Ça leur revient moins cher que nous. Je sais que vous êtes en litres et en kilomètres, alors que nous sommes en gallons et en miles. Mais c'est assez embarrassant à dire. Nous faisons du 40 litres au 100. On peut faire 640 km avant de refaire le plein. Alors on regarde la carte pour voir où sont les prochaines stations. On ne voit pas le prix du pétrole diminuer. Alors si on ne voyage pas maintenant, quand est-ce qu'on pourra le faire? Donc nous avons décidé ensemble de faire quand même ce voyage. Mais je ne sais pas pour l'année prochaine. On verra. Je poursuis ma route en entrant de nouveau en Alaska, sur le territoire des États-Unis. Peu avant d'arriver à North Pole, je longe une grande base des forces aériennes américaines. Stratégique durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, le 49e État a été développé par l'armée. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes ici à North Pole, en Alaska. Et nous sommes heureux d'y être parce que notre gendre est dans l'armée des États-Unis et défend l'Amérique et ses alliés, les Français. N'est-ce pas? Contre le terrorisme, pour que vous puissiez tous continuer à boire du vin tranquillement, à bien manger et tout le reste sans participer à l'effort de guerre. Ceci étant, je suis ravi de votre nouveau président. Je crois comprendre qu'il sait ce que nous avons fait quand vous étiez occupés par les nazis dans les années 40 et on espère qu'il y aura encore une bonne coopération franco-américaine pour nettoyer le monde de la racaille terroriste. Vous comprenez pourquoi je dis de se taire? J'ai l'impression que ma route devient politique et que je touche à North Pole au cœur de l'Amérique américaine. Il y a justement ici même un des meilleurs alliés des Américains. Et j'en profite pour le rencontrer, comme les 340 000 autres visiteurs qu'il reçoit en personne à son domicile. Get my shoulder. What part? Port St. Lucie. Oh, yeah, saw you earlier over there, Paul. Yeah. Tu fais un beau voyage en Alaska? Oui. Tu es en 6e ou en 5e? J'entre en 4e. Ah, Dieu te bénisse. Tiens, voilà 2 bonbons pour toi, princesse. Qui croyez-vous que je suis? C'est ma 38e année comme Père Noël. À North Pole, l'esprit de Noël règne tous les jours. Et il y a des lampadaires en forme de sucre d'orge. Et ici, on fait tout pour que ce soit Noël tous les jours.
Je voudrais bien comprendre pourquoi et comment ça peut être Noël tous les jours de l'année dans cette ville. C'est une légende américaine que le Père Noël vit au pôle Nord. On y croit depuis 100, 200 ans, je ne sais pas, en tout cas très longtemps. Il y a 55 ans, les gens qui ont décidé de créer cette ville l'ont appelée North Pole, pôle Nord, en espérant attirer les fabricants de jouets. Ils ne les ont pas encore convaincus, j'espère qu'on y arrivera. Mais ils ont réussi à faire déménager le Père Noël. Il a dit qu'il faisait trop froid au pôle Nord et que la température serait meilleure sous le cercle polaire. Et il est heureux ici. C'est pour ça qu'on ne me prête pas souvent ces voitures de pompiers, parce que je joue avec. C'est pas mal, hein? Doug Isaacson m'entraîne dans un tourbillon de plus en plus surprenant. Je n'ai pas encore réussi à convaincre les commerçants d'avoir un lutin dans leur boutique de temps en temps. Pas tous les employés, l'un d'entre eux seulement. Je vous emmène maintenant visiter notre station de radio-télévision qui s'appelle Le Roi Jésus à North Pole. Ils ont commencé il y a 50 ans. Ils ont un émetteur de 50 000 watts et durant la guerre froide, ils diffusaient des programmes religieux en russe. Notre mission est de délivrer la parole de Jésus dans les villages. Avec 50 000 watts, on peut couvrir une grande étendue. Nous diffusons sur toutes les ondes et en télévision. Beaucoup de villages indiens et esquimaux n'ont pas de pasteur. C'est la radio qui les remplace. Notre mission est principalement d'apporter la bonne parole aux Esquimaux et aux Indiens. So if you try your best to do what's right and you don't have trouble sleeping at night and the devil don't fill your soul with fright, then there's someone who's watching. Someone who's watching, someone who's watching over you tonight. Je suis intrigué par les gens de North Pole. J'aimerais en savoir un peu plus. Hey, I see why two guys following behind you. I don't blame them. That's the best way to be behind. Every 8, thank you. Oh, jeez. We're by the farm. Je découvre dans une maison traditionnelle un mode de vie qui n'a pas changé depuis un siècle. Je sais, celui-là c'est ma mère qui l'a tué. Oui, c'est ta mère. C'est vous qui les avez tous tués? C'est Frank qui a tué la plupart et qui les a empaillés. Ça fait un peu peur. Surtout la première fois qu'on les voit. Quand on n'en a jamais vu et qu'on vient pour la première fois dans une maison où les animaux sont accrochés au mur, c'est un petit peu effrayant. Et ça prend du temps pour s'y habituer. Je m'y suis habituée. Il le faut bien. Ici, on vit encore de la chasse, de la pêche et du bois. Le fameux droit à la liberté made in America. Posséder des armes et s'en servir pour se nourrir, se défendre, voire imposer sa culture et sa volonté. Je ressens comme un malaise dans cette ville déplacée du pôle Nord. Est-ce que les missions combinées de l'armée américaine, des radios religieuses et du Père Noël répondent bien aux problèmes du monde actuel ?
Je crois parfois comprendre des choses en voyage, alors que je ne fais que passer. Mais la première impression est souvent juste. On m'apprend qu'en avril 2006, un massacre a été évité à l'école primaire de North Pole. 6 élèves de moins de 12 ans avaient planifié l'assassinat de leur professeur et d'autres élèves qui ne leur plaisaient pas. Une vingtaine de victimes prévues. Le complot a été déjoué à temps. Tout n'est pas forcément beau au pays du Père Noël. Je poursuis ma route par Fairbanks et l'Université de l'Alaska, qui évoquent les icebergs et les igloos du Grand Nord. Mais pour ce soir, je cherche quelque chose de plus chaleureux. Je franchis la frontière du temps. Il y a des présences ici. On a fait revivre cette maison telle qu'elle était en 1916. J'ai ramené la vie qui était dans cette maison. Cette énergie, il y a en fait un noyau d'énergie ici. C'est réconfortant. C'est serein. Nous avons reçu de l'aide pour refaire cette maison. Nous avons été aidés par Elmer. Elmer est l'esprit de ce lieu. C'est un esprit immense, plus grand que la maison. Il y a un autre esprit ici. Son nom est Claire. Beaucoup de gens ressentent son énergie quand ils entrent dans la maison. C'est une énergie joueuse. Elle est très drôle. Par exemple, quand j'étais en train de poser les lampes dans la salle à manger avec mes petits-enfants, la porte de la cuisine, qui est très lourde, s'est mise à aller et venir. On peut croire que les esprits laissent leurs traces, se manifestent à qui veut bien les entendre, se conjuguent même. Ils voyagent aussi. Je poursuis ma route dans le parc de Denali, un des espaces sauvages préservés les plus importants d'Alaska, au pied du sommet le plus élevé d'Amérique du Nord. Denali est un lieu mythique que les natifs ont appelé le Très-Haut. Ici, l'homme ne semble pas avoir rompu la sérénité des lieux. Une piste de 160 km s'enfonce dans la taïga et la toundra, au cœur de la nature intacte. Je trouve enfin l'origine de l'appel de l'état sauvage, cet appel que je poursuis depuis Vancouver. Ma route doit aboutir dans une grande ville, Anchorage, qui n'est plus très loin, 700 km. Au bout de la piste de Denali, il n'y a plus ni route ni sentier, juste la communion avec la nature. J'ai envie de rester ici,
Quelque chose en moi entend encore l'appel de la forêt. Un appel universel. Je le reconnais à fleur de terre, d'écorce, d'eau et de roches. Un appel profond comme un cœur qui bat. La liberté n'est pas un mythe. Elle est un passage qui permet de se libérer des routes, de franchir les fleuves et de s'élever pour poursuivre son chemin.